Bon, eh bien écoutez, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Plaisir de vous revoir. J'espère que vous êtes bien au chaud, assis. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'autres modes de motilité que ceux qu'on a vus là pendant deux cours. Bien qu'il sera intéressant de les voir aussi en perspective de la motilité sur substrat en 2D et 3D. On va parler de nage. Et puis, en guise de transition entre la reptation sur un substrat et la nage, je vais vous parler de quelque chose d'assez inhabituel, mais intéressant, de marche. Alors, ce n'est pas très documenté, peut-être assez anecdotique, mais néanmoins intéressant. Cela permettra d'illustrer la diversité des modalités de locomotion, voilà, de cellules. Donc, vous avez sur ce film d'introduction quelque chose sur lequel j'aurai l'occasion de revenir et aujourd'hui dans le contexte de la mécanique de la nage et d'une façon tout à fait différente dans le cours prochain qui sera consacré au chimiotactisme qui en fait nous occupera beaucoup, sujet beaucoup plus riche encore que je pensais. Je suis en train de finir la préparation de mon dernier cours qui en fait va déborder sur le chimiotactisme parlant des eucaryotes. Voilà. Donc vous allez voir ce genre de film et être conduit à y réfléchir sous différents angles. Aujourd'hui, ce sera sous l'angle de la mécanique du mouvement dans un milieu aqueux, la nage. Voilà, donc il s'agit ici de bactéries Escherichia coli. Alors tout d'abord, pour remettre les choses au clair, un résumé des deux derniers cours. Diapositive comparative, qui je pense est intéressante. Les cours de Jean-François Joigny suivent des thématiques très proches sur la motilité en 2D et 3D. Donc en fait, dans les deux cas, que l'on soit en 2 dimensions, en 3 dimensions, une cellule qui est motile, en fait, utilise une production de force qui est associée à la polymérisation d'un réseau d'actine, même si les mécanismes d'assemblage et d'écoulement de ce réseau d'actine diffèrent. Elles se traduisent en mouvement des cellules à cause de la transmission des forces liées à un couplage qui, dans la motilité sur substrat, se fait par des points d'adhésion focale, dans lesquels les associations moléculaires avec les molécules d'adhésion sont fortes, renforcées elles-mêmes par les forces, typiquement les intégrines, alors que dans le cas de la motilité en 3 dimensions, on utilise des forces de friction qui sont plus labiles, plus nombreuses, typiquement elles enveloppent la cellule en 3 dimensions, mais elles produisent le même effet, c'est de traduire un écoulement rétrograde d'actine en mouvement antérograde de la cellule. Donc vous avez ici un kératocyte, qui est la formule 1 des cellules sur substrat, qui a un écoulement d'actine ici rétrograde. On regarde ici dans le référentiel de la cellule et non du substrat. Donc on voit ici l'écoulement rétrograde de l'actine nucléée à la frontière antérieure et qui s'écoule vers la partie postérieure de la cellule. Et ici vous avez un code de couleur qui va de 0 à 0,25 microns par seconde en rouge foncé, la vitesse d'écoulement dans le référentiel de la cellule de ces kératocytes. Et alors, j'en parlais un peu avec Jean-François Joigny, vous verrez dans la littérature des ordres de grandeur pour la motilité sur substrat de cellules qui est de l'ordre de 0,15 microns seconde, vous multipliez par 60, on est dans l'ordre de la micron par minute pour le déplacement sur substrat. Les écoulements rétrogrades d'actine peuvent être d'un ordre de grandeur en dessous et parfois être assez proches en fait. Ici, pendant cet article précisément, d'après le code de couleur, les vitesses rétrogrades d'actine sont de l'ordre de 0,25 microns par seconde, ce qui le rend assez proche de la vitesse des cellules ici, qui est de un peu plus de 1 micron par minute. Donc, retenons en fait que suivant peut-être les mécanismes de dissipation en fait dû à l'interaction entre l'actine et les molécules d'adhésion, on peut avoir un couplage très fort ou un couplage moins bon. Alors, lors de la motilité sur des substrats en 3 dimensions, en confinement, on est dans un ordre de grandeur de motilité plus important, de l'ordre de 10 microns minutes. L'écoulement rétrograde d'actine est aussi rapide. Et on le voit ici dans le cas de ces cellules qui sont confinées entre lame et lamelle. Et voilà, vous voyez ici le mouvement lactine. Donc, voyons les choses d'un point de vue quantitatif. Je répète, les ordres de grandeur de différence de motilité sont d'un facteur 10. L'autre point extrêmement intéressant, on l'a vu la dernière fois, c'est que les forces de traction exercées par une cellule sur un substrat adhésif sont de l'ordre
du kilopascal, alors qu'elles sont de l'ordre du pascal dans le cas d'une cellule sur un substrat en 3 dimensions, une matrice, un gel d'agarose, etc., etc. Donc on a une condition différente. En fait, pour une cellule qui est sur un substrat en 2 dimensions, étant donné qu'il y a peu en fait, d'interactions, il faut que celle-ci soit forte. Je vous ai présenté le modèle du catch bond qui montre qu'en fait que les complexes d'adhésion sont eux-mêmes renforcés dans leur couplage avec l'actine par la force exercée sur ces complexes d'adhésion, mais qui pose en fait un problème lorsque l'adhésion est trop forte, la motilité est réduite, et donc en fait une espèce d'optimum d'adhésion pour un certain type cellulaire qui permet d'aller à une vitesse maximale. L'adhésion plus forte va faire chuter fortement la vitesse jusqu'à totalement immobiliser la cellule. Dans le cas de la friction, c'est différent, étant donné que les interactions sont très labiles. En fait, à mesure que l'on augmente les forces de friction, on permet d'avoir une transmission des forces qui permet de contrecarrer la résistance visqueuse du fluide en avant de la cellule dans l'environnement où elle se trouve. Et on a donc ce rapport entre ces deux coefficients de friction et de viscosité du milieu qui permet, de résistance visqueuse du milieu qui permet en fait la motilité cellulaire. Lorsque l'on est au-delà de ce facteur-là, de ce ratio-là, on peut augmenter la friction énormément. En fait, la cellule va toujours pouvoir se décoller à l'arrière de son substrat. On va déjà mettre dans des conditions qui peuvent limiter la marge de progression de la cellule. Donc, en fait, on a une courbe d'augmentation de la vitesse avec la friction. Et puis, on a une espèce de plateau, mais on n'a pas de baisse comme dans le cas d'une cellule sur un substrat adhésif. L'autre différence que l'on voit, et je finis par ce point, dans le cas de la comparaison adhésion et friction, c'est que dans un cas de la progression sur un substrat adhésif, on a un dipôle négatif lié à la contractilité de la cellule sur le substrat et qui se traduit ici avec des forces de l'ordre du kilopascal, alors que sur une matrice en 3 dimensions, le dipôle est positif, légèrement positif, en ordre de grandeur plus faible, et qui vient à la fois de la contractilité postérieure, de l'expansion antérieure de la cellule, et puis des forces de friction qui s'y opposent. Voilà qui donc clôt un peu cette comparaison entre les deux. Cette diapositive me permet une transition, parce qu'en fait on retrouve aussi un dipôle négatif et un dipôle positif dans le cas de la nage d'organismes dans les milieux aqueux. À vrai dire, aujourd'hui, je vais surtout vous parler, enfin je ne vais pas pouvoir épuiser le sujet extrêmement vaste de la nage des cellules. Je vais l'aborder sous un angle qui permet de voir des analogies avec ce que l'on a vu sur la marche d'une cellule sur un substrat. Un des thèmes importants que l'on a vu sur la marche sur un substrat en 2D, 3D, c'est le fait que les cellules peuvent s'adapter mécaniquement à leur environnement. On a vu comment le réseau d'actine changeait son architecture, sa densité, et qui dépendait en fait de la tension de membrane, elle-même dépendante de l'adhésion, de la nucléation d'actine. Donc il y avait des interdépendances à tous les niveaux, on les a vues. Et cette adaptation à l'environnement est une propriété en fait très générale des cellules qui leur permet de parcourir des environnements très divers. Et c'est un peu le thème sous cet angle-là que j'aimerais suivre en fait la nage des cellules en milieu aqueux. Alors, on voit donc ici pour des organismes qui aussi peuvent ramper sur les substrats comme des cellules, ils peuvent également marcher. Je ne sais pas si vous avez déjà observé dans le désert, des endroits, mais parfois on voit ces pistes extrêmement longues, et en fait on se demande ce qui les a formées. En fait, il s'agit d'insectes, et en fait on voit ici la projection sur le sol en fait, de toutes ces étapes intermédiaires de positionnement des membres qui permet la marche de ces organismes. Alors on va voir la marche d'un organisme unicellulaire très inhabituelle et intéressante, et que je vais vous raconter maintenant parce qu'elle est intéressante sous différents angles. Alors, pour étudier la marche des organismes, donc, commençons par l'échelle macroscopique, l'échelle évidemment où la marche et la course et autres allures de déplacement existent. Vous avez sans doute vu ces images assez anciennes en fait, de ce photographe anglais en fait, qui avait mis au point un système qui permettait de suivre à différents intervalles de temps le positionnement des membres pour ici un homme, un cheval en bas, et qui permettait ainsi de caractériser les différentes allures, gait en anglais, de la progression d'un animal, et qui, comme vous le savez, sont des caractéristiques de chaque organisme, et qui sont au nombre de... Alors, dans le cas de l'homme, par exemple, et je vous invite, si vous êtes curieux, ce livre remarquable, dont je vous avais parlé pour toute autre raison il y a 2 ans, sans doute, ce livre de Thomas Séon, en fait, qui est très centré sur les lois d'échelle pour étudier les mouvements d'organismes, et qui, notamment sur la marche, dit des choses très intéressantes, qui montrent comment on peut calculer en fait,
par un raisonnement dimensionnel, ce qui permet de passer de la marche au trot ou à la course chez un organisme. Voilà, je voulais vous présenter ça un peu comme ouverture avant de regarder les choses à une échelle différente où des considérations comme l'inertie, la gravité ne jouent pas du tout de rôle alors qu'elles sont absolument essentielles à cette échelle macroscopique. Alors voilà, l'organisme dont j'aimerais vous parler, alors c'est une étude qui n'est pas encore publiée, que j'ai trouvée sur bioRxiv, d'un organisme qui est un cilié. J'ai déjà parlé à plusieurs occasions des ciliés. J'aime beaucoup les ciliés. Ce sont des organismes assez remarquables, généralement de grande taille. Ici, il s'agit d'un cilié de relativement petite taille, hein, qui fait quelques dizaines de microns de longueur, qui présente, alors vous avez ici à gauche un film qui présente ces organismes. Vous avez ici en fait une couronne de cils qui a une oscillation métachronique qui est associée en fait à la mise en place d'un courant qui permet la nutrition, mais également permet aussi de la nage. Et vous avez également, alors le film tourne, dans la partie ventrale de cette cellule, sur un substrat, on le regarde, ce qui ressemble à des pattes, mais qui n'ont rien à voir avec les membres des arthropodes ou les membres des organismes vertébrés, évidemment. Mais comme vous le voyez ici dans ces images assez remarquables, on voit comment ces organismes peuvent se déplacer et littéralement en fait, marcher sur un substrat. Alors ces cirri, qui sont donc ces structures, cirrus au masculin, cirri au pluriel, sont ces structures élastiques en fait, qui permettent l'ancrage de l'adhésion au substrat et qui se déplacent. Elles sont au nombre de 14 dans cette espèce. Et donc nous allons voir comment le mouvement de ces structures permet la marche dans cet organisme. Alors, en fait, je crois que c'est des organismes qui avaient été observés comme ils sont de taille conséquente. Au microscope, il y a fort longtemps, on pouvait les observer. Et au début du XXe siècle, des gens s'étaient étonnés de ces mouvements et en fait imaginaient, étant donné la complexité liée à la marche de ces organismes qui avaient sans doute un système nerveux microscopique, comment peut-il y avoir un système nerveux, entendu un système excitable, capable de coordonner en fait la dynamique de ces différentes structures pour permettre leur progression. Et en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on peut décrire en fait la marche, qu'on voit très bien ici, de cet organisme, d'une façon qui ne met absolument pas en jeu un système excitable, j'entends par là une dépolarisation de la membrane qui se propagerait d'une façon particulière dans cet organisme, mais plutôt un système purement mécanique. En tout cas, je vais vous exposer déjà la description des différentes allures de cet organisme et on verra quel type de modèle on peut en dériver. Alors, ces cirri, que l'on voit ici dans une image, dans cet article, qui sont donc présentés ici, et qui sont assez grosses, hein, qui font quelques microns de diamètre. En microscopie électronique, vous voyez qu'il s'agit de faisceaux en fait, de cils. On voit la structure axonémale, on la devine ici. Hein. On peut regarder plus en détail un axonème. Qui sont composés de doublets de microtubules, un nombre de 9 avec un doublet central dans ce cas-là. Et donc ces axonèmes sont organisés en faisceaux. Donc on imagine quand même une structure extrêmement rigide, parce que vous savez, la longueur de persistance d'un microtubule, c'est quand même très grand, ce sont des structures très rigides, et ici on en a un faisceau entier lui-même composé de nombreux microtubules. Donc il s'agit de structures rigides, donc effectivement sans doute adaptées pour la marche. Et alors, je vous parle d'une espèce particulière qui a été étudiée, hein, mais toujours utile d'avoir en considération le fait que parmi les 8000 espèces de ciliés, on est dans une sous-branche en fait, assez spécifique, mais dans laquelle il existe de nombreuses espèces. Donc en fait, il s'agit d'un mode de motilité certes confidentiel pour les chercheurs, mais qui en fait existe de façon sans doute beaucoup plus large. Et donc il est important de pouvoir étudier aussi ces organismes non conventionnels dans lesquels on peut découvrir des principes physiques et biologiques assez importants et que l'on tire de la comparaison des différents organismes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir étudier ces organismes non conventionnels. Alors, en rentrant dans le détail de cette approche quantitative des allures des euplotes, les auteurs en fait, décrivent ce qu'ils appellent des états de marche. En gros, parmi les 14 cirri que comporte cet organisme, on peut les classifier de façon binaire. Ceux qui sont associés au substrat et stationnaire, pour lesquels on va associer en fait, un code 0, et ceux qui ne seront pas en contact, qui seront en déplacement, qui seront dans l'état 1. Et donc, en regardant en film à haute résolution spatiale et temporelle ces cellules, les auteurs peuvent définir à tout instant t
un vecteur à 14 dimensions qui correspondent en fait aux 14 états des 14, aux 2 états des 14 séries qui comportent cet organisme. Et donc on le voit ici sous forme binaire et ici codifié en noir et blanc lors de cette progression temporelle où on peut voir ici les 14 séries, alors qu'au début tous sont associés au substrat et immobiles, puis certains en blanc à ce moment-là commencent à se déplacer. Donc la question c'est de savoir si jamais il y a dans ce type d'analyse temporelle une stéréotypie, des transitions déterministes ou au contraire des choses fluctuantes et comment peut-on rendre compte de la nature régulière ou non de ces transitions parmi ces différentes. D'abord, peut-on classifier en fait ces différentes dynamiques en termes ces différents états en termes d'allure, la marche, le trot, voilà, ce qu'on utilise pour le cheval, et dans le cas des E-plots, combien d'allures existe-t-il et comment on va pouvoir expliquer le mouvement à partir de cela. Donc, on est ici dans un espace en grande dimension, hein, vu qu'on a beaucoup de séries. Et donc, l'approche a consisté déjà à réduire la dimension en fait, de cette analyse par factorisation de matrices. Et les auteurs identifient en gros trois composantes, en fait, H1, H2 et H3, qui correspondent grosso modo sont associées à des groupements d'activités de séries. Donc, vous voyez ici H1 correspond en fait à ces séries plutôt antérieures, H2 à ces séries plutôt intermédiaires et H3 aux autres. Et vous voyez ici comment au cours du temps, en fonction des différents types de séries codifiées de A à N pour les 14, combien en fait certains, une composante est plutôt associée à ces séries, d'autres à d'autres, etc. Toujours est-il que donc en réduisant la dimension de cette analyse, les auteurs identifient en fait 32 clusters d'activité de série correspond en fait à une allure, c'est-à-dire à un certain positionnement des différentes séries sur le substrat. D'accord ? Donc, par exemple, le cluster numéro 1, tous sont immobiles et sur le substrat. Et d'autres, par exemple, vont avoir un grand nombre de séries qui ne sont plus en contact et qui sont mobiles. Voilà. Donc voilà ce qui correspond aux différentes allures de la marche. Donc vous voyez que c'est très complexe, on a 32 allures différentes. Et donc la question de savoir c'est comment peut-on expliquer en fait la marche à partir de ces 32 allures. Alors on imagine que s'il y a 32 allures, sans doute, les progressions, les transitions entre ces différentes allures sont assez complexes, en fait sont en grand nombre. Mais déjà à ce stade-là, sur la base de cette description, les auteurs proposent qu'une analogie de ce système, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un automate fini, en fait, dont le mouvement en fait, s'explique par les statistiques de transition entre ces différentes allures. Alors, ce qui indique que ce qu'il comporte de regarder, ce ne sont pas les allures en tant que telles, mais les transitions en tant que telles, c'est en fait le fait qu'il n'y a pas... Excusez-moi, j'ai sauté une diapositive. Les auteurs regardent les corrélations entre le mouvement de ces cellules et le nombre de séries actifs. Actifs, j'entends par là, non attachés au substrat et qui bougent. Et en fait, il n'y a pas de corrélation entre la vitesse de déplacement de la cellule et puis ce nombre de séries en activité. Par contre, ce qui semble corréler légèrement positivement, c'est le changement d'activité de série, lui corrèle positivement avec la motilité de la cellule. Donc cela conduit les auteurs à ne s'intéresser pas tant à l'activité des séries en tant que telle qu'aux dynamiques de transition entre ces différentes allures. D'accord ? Et c'est le point central dans l'analyse que je vais maintenant vous présenter. Alors justement, en regardant donc, toutes les transitions possibles, donc ici c'est complexe parce qu'on a 36 allures, et on va regarder donc les transitions, ici regardez par un code de couleur, les taux de transition entre ces différentes allures. Et vous voyez qu'elles ne sont pas du tout uniformes dans le plan, on a des clusters de transition qui correspondent à la chose que je vais maintenant vous développer. Alors, ici, on a une représentation visuelle aussi plus simple, où on représente les différentes transitions entre les différentes allures. Et en fait, on peut déjà partitionner celles qui sont des transitions qui sont irréversibles, c'est-à-dire qui n'ont pas de transition réciproque, les transitions unbalanced, unidirectionnelles. Et pour donner un exemple, une transition très fréquente qui correspond d'ailleurs à un cycle d'activité, c'est la transition entre la démarche 2, 3, 17 et 2. On peut le voir ici, c'est assez petit,
mais ça correspond à 2, 3, 17, et on revient à 2. Donc là, ici, il y a un cycle de transition irréversible, alors que, qui sont donc en plus faible nombre, mais qui sont très fréquentes. Parmi les différentes allures, elles sont faible nombre, mais elles sont très fréquentes dans leur utilisation. Et ici, on a en revanche des transitions qui sont réciproques, qui sont très nombreuses parmi les différentes formes de transition qui existent entre ces différentes allures, mais qui sont en revanche plus rares. Alors ici, on a une espèce de représentation schématique de ce que les auteurs tirent de cette analyse, en tant qu'on peut les corréler aussi au mouvement. Alors en fait, il y a donc la plupart du mouvement des cellules sont associés à des transitions réciproques qui suggèrent en fait une espèce d'équilibre du système dans ces transitions réciproques et qui sont par exemple présentes dans toutes les... donc on a ici le code de ces différentes allures, d'accord ? Et vous voyez de ces différentes transitions, pardon, et vous voyez en noir, celles qui sont codées en noir, et dans ce nuage ici, les transitions qui sont réciproques, donc qui correspondent en fait à une description à l'équilibre du système, et qui sont associées au mouvement de la cellule. Alors que vous avez par contre en bleu et en rouge, mais soulignons particulièrement en bleu, les transitions irréversibles, et qui sont ici organisées de façon cyclique, et qui ne sont pas associées à un mouvement. Donc à partir de cette description à la fois qui présente des éléments déterministes, espèces d'invariants, comme ce cycle 2, 3, 17, ou alors même la transition 1, 2, les auteurs donc, identifient des éléments réguliers, on va dire quasi déterministes, et de l'autre, toute une constellation de transitions stochastiques, souvent réversibles, et donc de cette description un peu complexe qui présente des éléments déterministes et des éléments stochastiques, il parle de cycle d'allure stochastique, c'est-à-dire qui saisit en fait l'idée d'une double description à la fois déterministe et stochastique, ou pseudo-déterministe ou pseudo-stochastique. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que donc, le système présente ces deux configurations, et pour ceux qui ont suivi mes cours ces dernières années, vous avez que j'ai souvent en fait essayé de montrer comment un système dynamique au cours de la morphogénèse à différentes échelles présente des caractéristiques régulières, quasi déterministes, et d'autres qui sont en revanche décrites bien mieux par une stochastique de configuration ou de transition. On voit exactement la même chose ici dans le cadre de l'allure de cette cellule. Alors, une fois que l'on a décrit le système de cette façon-là, finalement, la grande question est de comprendre quelle est l'origine en fait, de ces transitions et comment les comprendre. Alors, du point de vue de l'anatomie de cet organisme, les auteurs décrivent sous la peau, si l'on veut, de ces organismes, qui sont des cellules, je le rappelle, individuelles, des fibres de microtubules qui sont au moins de deux natures, certaines qui sont un diamètre très important, que vous voyez ici en bleu clair, et qui couplent en fait la base de différents cirrhis, et d'autres qui sont en faisceaux beaucoup plus fins, qui ont une organisation, vous voyez, assez complexe. Alors déjà, autant pour la marche, vous voyez qu'on ne pouvait pas corréler la vitesse de la cellule à des allures ou des transitions d'allure déterministes simples. Et bien de même, on ne peut pas corréler l'activité des cirrhis à des projections ou des ancrages déterministes invariants des différents faisceaux de microtubules. En revanche, il y a une corrélation assez forte entre des cirrhis qui ont une activité très corrélée, vont être associés à des fibres de microtubules qui sont très proches les unes des autres. Voilà. Donc ce qui est corrélé, c'est la projection de certains microtubules ou faisceaux de microtubules à la surface de la cellule à l'intérieur et les activités corrélées de ces cirrhis. Alors ce qui sous-entend, parce que si l'on voit en fait des faisceaux de microtubules, on imagine très volontiers en fait un couplage mécanique, c'est-à-dire que l'activité de l'un va être associée à l'activité d'un autre. Et c'est effectivement de ce genre d'analyse, sans invariance mais avec des corrélations légères, que les auteurs en fait en viennent à supposer l'idée que les microtubules jouent un rôle important dans la dynamique de ces cirrhis. Alors pour tester cela, ils dépolymérisent les microtubules. C'est une approche assez brutale, mais c'est la seule qui est accessible aux auteurs à ce stade. En faisant ces traitements donc, au nocodazole, ils altèrent la structure de ces faisceaux de microtubules.
dont la longueur en fait est fortement réduite. Et en étudiant par exactement la même analyse que celle que je vous ai présentée dans le cas contrôle sauvage précédemment, il voit en fait une altération très profonde des matrices de transition entre les différentes allures. Vous voyez que, en gros, la plupart deviennent des transitions maintenant réversibles, alors que très souvent, en fait, alors, elles étaient faibles en nombre, mais fréquentes dans leur usage. Il y avait beaucoup de transitions irréversibles, notamment celles qui étaient associées à un cycle de progression. Et celles-ci ont complètement disparu dans ces organismes. Et si on regarde maintenant la motilité de ces cellules, elle est également très fortement affectée. En fait, par le code de couleur, on ne voit pas très bien avec la lumière de la salle, mais vous pourrez vous reporter à l'article et voir que en fait, la dynamique de ces cellules est fortement réduite. Donc, à partir de cette analyse où l'on voit que l'on perturbe fortement en fait, les cycles, on fait supprimer même tous ces états qui apparaissent maintenant en gris clair, correspondent à des états qui ont disparu du fait de la réduction de la longueur des microtubules qui couplent ces scieries à l'intérieur de la cellule. Donc, en conclusion, il présente un modèle de travail qui, en fait, tout d'abord, à un niveau descriptif, considère deux éléments. Le premier, c'est que lorsque l'on analyse les dynamiques de transition entre les différentes allures au nombre de 36 ou 32 de ces scieries, il voit des éléments de stéréotypie qui sont associés à des cycles irréversibles qui sont caractéristiques d'une brisure du bilan détaillé des transitions, alors que d'autres sont en fait extrêmement réciproques, suggérant en fait une configuration quasiment à l'équilibre. Le modèle qu'il propose pour expliquer le mouvement à partir de cette description, c'est de dire que quand on a des transitions en fait irréversibles qui ne sont pas associées au mouvement, en fait, on peut imaginer qu'en fait, que les mouvements des séries en fait, stockent en fait, graduellement une énergie élastique dans l'organisme, comme une espèce de ressort dans un dispositif mécanique qu'on pourra avoir à l'esprit, et qu'une fois que l'on relâche en fait, on relâche en fait cette énergie élastique dans le système, stockée dans sans doute ces réseaux de microtubules qui couplent les séries, le système d'une façon qui utilise des transitions largement en fait, réciproques et d'une façon très stochastique, en fait, libère son énergie en fait, et en fait permet à ce moment-là la progression d'une façon qui n'est pas du tout, ne suit pas une trajectoire très déterministe, mais très stochastique, et qui permet le mouvement de l'organisme. Donc c'est un modèle qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a le mérite d'être assez en cohérence avec la description qui présente des éléments déterministes et stochastiques du système. Donc voilà, c'est un travail qui sera bientôt publié, qui montre de façon intéressante comment on peut, et c'est sous cet angle-là que je voudrais finir, expliquer en fait une progression de cellules par en fait une dynamique mi-stochastique, mi-déterminisme de mouvement en fait de structure rigide, laquelle procède dans le modèle qu'il propose du stockage et de l'utilisation d'une énergie élastique associée aux déformations de ces microtubules. Alors, de fait, je vais vous proposer une analogie qui vaut ce qui vaut, mais qui pour en avoir discuté avec les auteurs, ils en sont venus à cette même analogie, donc sans doute il y a quelque chose de pas totalement faux dans cette analogie. Vous avez peut-être vu cette mi-scientifique, mi-ingénieur, mi-artiste, assez remarquable, et je vous ai montré en bas son site internet que je vous invite fortement à aller voir. On voit sur YouTube ces vidéos qui montrent ces espèces d'organismes qui sont en fait des machines qui utilisent en gros l'énergie extérieure du système, en fait le vent en l'occurrence, et des couplages mécaniques qui sont en fait des couplages hydrauliques, et qui, alors je n'ai pas le temps de détailler, je vous invite à aller voir le site, mais figurez-vous que tout mouvement que l'on voit articulé entre ces structures, qui sont en fait des tubes de plastique qu'ils récupèrent et qu'ils réutilisent de façon savante, constitue en fait des portes logiques où en fait la pression permet de fermer un système, au contraire de l'ouvrir, et donc de propager ou non la pression dans le système, et par ce biais-là de créer en fait des mouvements de piston et donc du mouvement.
Mais le point qui est important et la raison pour laquelle je vous montre cette analogie, c'est que si vous voulez, le système va stocker de l'énergie à l'intérieur de son système en utilisant l'énergie extérieure qui est ici le vent. Alors pour un système biologique, l'énergie, ce sera toujours d'une façon ou d'une autre l'énergie libre de l'hydrolyse d'ATP ou de gradient de proton qui en fait après peut être utilisée de différentes façons. Donc il y a toujours une source d'énergie, mais le point important c'est qu'après les couplages mécaniques permettent en fait des mouvements semi-autonomes tout à fait remarquables qui ne se dérivent pas simplement de le vent pousse cet organisme comme un bateau. C'est beaucoup plus complexe et c'est une analogie qui permet de comprendre comment ces euplotes sans doute en fait, peuvent stocker de l'énergie et la libérer pour créer un mouvement autonome de ces organismes. Alors, je vous ai parlé donc de marche des euplotes. De façon extrêmement rapide, je vais simplement vous évoquer le fait qu'il y a au moins au niveau descriptif d'autres organismes qui semblent pouvoir marcher. Le premier, ce sont donc ces coinoflagellés dont je vous ai parfois parlé, S. rosetta, qui en fait est un organisme qui peut être donc unicellulaire, qui forme ces structures qui peuvent être associées à un substrat. Vous voyez ici dans un film cette cellule avec sa collerette et son cil associés au substrat, donc tout à fait immobile, mais qui, dans certaines conditions, peuvent se dissocier et nager en utilisant le cil, et que l'on va pouvoir voir ici lorsque les cellules se dissocient. Voilà une cellule qui part et qui nage dans son environnement. Alors vous savez que ces organismes peuvent, de façon transitoire et suivant les conditions d'environnement, s'associer en colonies multicellulaires transitoires. Mais le point que je voudrais souligner, c'est que dans certaines conditions, ces cellules peuvent se réassocier au substrat et en fait marcher. Vous allez voir dans ce film en bas à droite, donc une cellule avec des fibres qui émanent de cette cellule associée au substrat. Vous allez voir que la cellule donc, peut se déplacer comme elle pouvait marcher. Donc c'est là pour dire que bon, il est très vraisemblable que la dynamique de la marche, qui n'est certainement pas une motilité très efficace par rapport à la nage, peut néanmoins être utilisée dans certains contextes. Vous avez des bactéries autour, vraisemblablement, j'imagine. Aussi, des bactéries peuvent, entre guillemets, marcher. Cette bactérie Pseudomonas aeruginosa, en fait, qui, pour information, est associée à beaucoup de maladies nosocomiales, en fait, peut se déplacer en rampant, avec une persistance assez importante, comme on peut voir ici. Et quand on regarde les longueurs de ces trajectoires en fonction de l'angle entre le vecteur de déplacement et l'orientation de la cellule, vous voyez que en gros, les deux sont extrêmement corrélés, avec une majorité en fait, qui sont des angles faibles. Mais il existe une autre configuration des cellules qui sont quasi verticales par rapport au substrat, qui ont des dynamiques beaucoup plus aléatoires localement, avec une longueur de persistance plus faible, que l'on peut voir ici, et sans qu'il y ait de corrélation entre l'angle par rapport au vecteur de déplacement et l'axe de la cellule. Donc ici, il s'agit de cellules qui, on va dire, vont marcher, qui sont sans doute associées à la possibilité, lorsque ces cellules se divisent, de voir en fait une cellule fille en fait, se détacher du substrat et donc pouvoir aller dans un autre environnement. Donc voilà, juste quelques mentions rapides d'autres formes de motilité qui ici vont utiliser en fait des piliers, qui sont des structures en fait fibreuses qui sont associées à des formes de déplacement au substrat, mais qui semblent plus avoir comme comme description en fait une marche qu'autre chose. Voilà. Donc ça, c'était pour simplement faire la transition entre tout ce que l'on a vu, qui sont une dynamique prépondérante de déplacement de la cellule sur un substrat, et puis maintenant ce que l'on va voir, qui est une dynamique extrêmement générale, très importante, qui est la nage de cellules en milieu aqueux. Alors, vous voyez ici à gauche un spermatozoïde d'oursin dans lequel on peut voir son flagelle qui est très long, plusieurs dizaines de microns, qui, à des intervalles de temps différents, montre en fait une oscillation de cette structure qui est tout à fait analogue à ce que l'on voit et pour lequel on est très familier, les ondulations de la queue de poisson. Ici, il s'agit d'un squale, une forme de requin. Et puis vous allez voir dans ce film à droite, assez remarquable, aussi l'ondulation en fait, du corps de cet organisme qui permet son déplacement. Si vous regardez un instant, vous voyez qu'une structure particulière est quasiment immobile dans le référentiel
de l'eau, en fait, la cellule, en fait, l'organisme se déplace par rapport à lui. Mais en fait, une structure ondulatoire en fait, est quasiment immobile par rapport au fluide environnant. Et c'est évidemment ce qui est important pour permettre la motilité. Alors, un rappel aussi des conditions particulières de la nage d'une cellule dans un environnement fluide, en raison du fait que l'on est dans un régime de faible nombre de Reynolds, le nombre de Reynolds étant une mesure du rapport entre les forces d'inertie et des forces visqueuses, donc, qui inclut donc la taille et la vitesse de l'organisme, U et L, U la vitesse, L la longueur, et donc état viscosité ρ, la densité du milieu. En raison de ce faible nombre de Reynolds, le mouvement n'est possible que s'il est non réciproque, c'est-à-dire si les trajectoires d'exploration des différentes configurations de l'organisme dans l'eau sont non réciproques, c'est-à-dire qu'elles ne reviennent pas par la même trajectoire pour revenir au même point initial. Donc, donc ce papier très important, on en avait parlé, de Purcell de 1977, son théorème de l'escalope, une petite coquille Saint-Jacques qui a un seul degré de liberté, qui ne peut avoir qu'un mouvement réciproque, en fait ne peut pas se déplacer. Et donc ici, dans un cas où on a plusieurs degrés de liberté, l'organisme peut se déplacer. Alors, ce qui donc pourrait permettre un mouvement non réciproque, c'est à la fois le battement d'une structure flexible, et typiquement ce que l'on a à l'esprit, c'est le cil, ou le flagelle, suivant la nomenclature, dont je parlerai un peu, et puis une structure hélicoïdale, dont j'ai beaucoup parlé dans le premier cours, d'une certaine façon, et sur laquelle je vais revenir forcément un peu aujourd'hui, qui permet effectivement un mouvement non réciproque et qui donc permet la progression d'une cellule. Voilà. Et je vous ai illustré de différentes façons comment ces trajectoires hélicoïdales de structure en fait, sont associées au mouvement. Alors, dans le contexte d'Escherichia coli, donc on va principalement parler en fait, d'Escherichia coli maintenant, et lorsque l'on regarde ce film, donc vous voyez maintenant en fluorescence une bactérie et son long flagelle qui peut faire plusieurs dizaines de microns. Et vous voyez dans ce film que clairement, en fait, il y a une structure hélicoïdale qui est une rotation de ce flagelle. Le flagelle, en fait, il y a quelques flagelles à la surface de colis qui peuvent tourner de façon horaire ou anti-horaire. Et lorsqu'ils tournent de façon anti-horaire, s'organisent en faisceaux, formant un faisceau de flagelles qui a une élasticité plus importante et qui lui permet de se déplacer dans des environnements de viscosité variable. Et c'est lorsque cette rotation est anti-horaire que donc on a un mouvement, comme on peut le voir. Mais à analyser de plus proche la trajectoire de ces bactéries, elles alternent entre des phases de run qui ne sont pas tout à fait rectilignes, mais quasi rectilignes, et des phases d'immobilisation transitoire qui durent une fraction de seconde, 0,1 seconde, alors que donc, les tumbles, alors que les runs sont de l'ordre de grandeur de 1 seconde plutôt. Donc on a ici différents exemples dans cet article, et je reviendrai beaucoup plus en détail sur la statistique de ce genre de mouvement et la dépendance à l'environnement la prochaine fois. Mais de façon schématique, on peut voir ici donc, la trajectoire de cette bactérie alterne par des mouvements de déplacement liés à la rotation anti-horaire du flagelle et des phases de tumble qui sont associées à une rotation horaire des filaments, des flagelles. Et la rotation horaire, en fait qu'ils se dissocient séquentiellement les uns des autres, formant une espèce de structure un peu en étoile où, en fait, ils ne sont plus coordonnés, donc ne permettent plus le mouvement. Il y a un arrêt quasi immédiat, en fait, de la bactérie. Vous vous souvenez que comme on est au faible nombre de Reynolds, dès lors qu'il n'y a plus de production de force propulsive, il y a un arrêt instantané. Donc la cellule ne peut se déplacer que s'il y a production de force. Donc en gros, il y a déplacement que cette phase-là. Alors, il y a un déplacement non pas tout à fait nul, parce que les flagelles ne sont pas exactement à l'arrêt au même moment, mais en gros, en une fraction de seconde, il y a un déplacement à peine mesurable. Alors, de façon plus générale, même si nous allons parler principalement de colis, parce que c'est là que la plupart des études ont été faites, il est bon de savoir que parmi les différentes bactéries, il y a des stratégies qui varient un peu sur ce thème. Je vous en cite deux. Une qui est Rhodobacter spheroides, dont on va voir un film dans un instant, et qui en fait a un flagelle à la partie postérieure, qui ne tourne que dans une seule direction,
et qui, lorsqu'il s'arrête de tourner, en fait, se coil, en fait, se relâche dans une configuration fortement enroulée, comme on peut le voir, et qui est associée donc à l'arrêt du mouvement. Donc on a une phase de mouvement dans un seul flagelle, dans une seule sens de rotation, un arrêt, etc. Donc on a également une succession de trajectoires quasi rectilignes et d'arrêts, donc run et tumble, mais qui ne sont pas gouvernés par les mêmes propriétés, même si bien sûr on a une rotation toujours du flagelle. Vous voyez ici dans ce film, donc rotation d'un flagelle dans un sens, mouvement. Alors, il y a aussi une rotation angulaire aussi assez importante, plus que dans le colis d'ailleurs j'ai l'impression. Et puis ici vous voyez à l'arrêt l'espèce de coiling du flagelle, et peut-être qu'il va repartir après. Non, le film reboucle. En fait, on voit très bien la corrélation entre l'arrêt du mouvement et le coiling du flagelle à l'arrière de cette cellule. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a différents types de motilité que celui spécifique à colis. Et il y a encore un troisième exemple montré à droite de Cynorhizobium meliloti dans lequel on a une rotation horaire unique du flagelle qui forme aussi un faisceau. Et en fait, c'est la vitesse de rotation du flagelle qui fait que la structure en fait, perd sa cohérence en faisceau. Les flagelles se dissocient les uns des autres, et donc ce qui ralentit ou arrête le mouvement. D'accord ? Donc, retenons comme stratégie générale le fait que les bactéries alternent des phases de direction, de mouvement, de run et de tumble, que celles-ci sont propulsées par des flagelles en rotation. Dans le cas de colis, il y a une rotation horaire-anti-horaire qui sera, dont la signification et l'importance seront beaucoup plus claires lorsque l'on analysera l'impact de l'environnement chimique, sur la statistique de ces processus. Alors, un mot sur en quoi en fait, la rotation du flagelle permet véritablement le mouvement de la bactérie, parce que c'est quand même le cœur de l'explication en fait, du mouvement. Alors, alors je vous invite vraiment, pour les curieux, de lire ce livre vraiment remarquable. C'est un petit livre de Howard Berg, alors, dont je vais beaucoup parler. Howard Berg, c'est depuis 50 ans, donc depuis le début des années 70, le premier article que j'ai vu de 1972, aussi bien sur la mécanique de la motilité de la nage que sur le chimiotactisme. En gros, son équipe et donc tous ses collègues ont contribué à une explication d'une profondeur à la fois quantitative que du point de vue des régulateurs biologiques absolument remarquable. Et donc je vais beaucoup faire appel aux articles de son laboratoire qui sont assez exceptionnels. C'est sans doute dans tous ceux dont j'ai le plaisir de lire les articles cette année, la personne qui m'a le plus impressionné par la profondeur et l'étendue de son travail. Un homme qui aujourd'hui a plus de 80 ans et qui vient de publier un article l'an dernier, donc vous voyez, encore très actif. Assez phénoménal. Toujours est-il que donc, dans ce livre que je recommande fortement à votre lecture, et qui est concerné par des histoires en fait, de mouvements de marche aléatoire biaisée, ou non d'organismes, qui l'applique au mouvement des cellules, il y a un chapitre très bien fait qui explique la motilité. Donc, on a donc une bactérie, un flagelle. Son flagelle a une rotation avec une vitesse angulaire petit oméga par rapport au corps de la cellule, qui induit un mouvement dans l'autre sens, grand oméga, pour la vitesse angulaire du corps cellulaire. Et donc la question qui nous intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure... alors oui, j'ai oublié de dire que petit oméga est bien supérieur à grand oméga. Alors on le verra plus tard, chez Colli, l'ordre de grandeur de petit oméga, c'est 100 Hz. Et ça peut monter chez Vibrio cholerae 1700 Hz, donc c'est colossal. Ça ne veut pas dire que le corps cellulaire va tourner à la même vitesse, évidemment. Non, il y a de la dissipation visqueuse qui fait qu'il y a une baisse très importante de l'un par rapport à l'autre. Mais il est important d'avoir à l'esprit 100 Hz. Alors 100 Hz, pour que vous ayez une comparaison, 100 Hz, c'est la vitesse de rotation d'une turbine d'un Airbus au décollage. C'est donc rapide. Et l'on va voir maintenant ce qui gouverne la rotation de ces turbines au niveau moléculaire, comment elles répondent à l'environnement en s'adaptant mécaniquement, etc. Alors, la question, donc, comment la rotation de ce flagelle génère en fait une poussée. Alors, ça repose sur un point essentiel. Alors, d'abord, évidemment, que comme on a fait le nombre de Reynolds, en fait, la viscosité est déterminante. Ça, c'est bien acquis. Mais la deuxième chose, c'est que le coefficient de traînée alors, considérons un petit bâtonnet. Donc, vous voyez ici, on peut considérer le flagelle comme
la concaténation de petits segments. Alors j'en représente 2 ici en vert. Et si l'on considère maintenant le déplacement dans le fluide de ces petits segments, et lors de la rotation de ce flagelle, on voit bien qu'un petit segment va avoir un déplacement par rapport au fluide, que je vais décrire plus tard. Mais ce qui est important, c'est de considérer en fait le coefficient de traînée selon les différents axes. Donc si on déplace ce petit segment dans cet axe-là, le coefficient de traînée est en gros 2 fois plus faible que si l'on le déplace de façon transverse. Le rapport est en gros d'un facteur 2. Voici la formule exacte pour des ellipsoïdes de grand axe et petit axe A et B. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un facteur 2, quasiment un facteur 2 entre les deux. Et c'est ça, en fait, qui explique la possibilité du mouvement. Et pour rendre cela de façon plus claire, considérons maintenant ces 2 segments se déplaçant dans le fluide. Alors ici, on va voir, pour ce segment-là, par exemple, on va avoir une vitesse de déplacement V', qui est en gros, en fait, située dans le plan vers nous, hors du plan vers nous, légèrement, et qui a cette forme-là. Alors on peut le décomposer en une composante normale et tangentielle, V'N, V'P, d'accord ? Et en raison même du fait que le coefficient de traînée est 2 fois plus important lors d'un mouvement tangentiel, c'est-à-dire transverse, c'est-à-dire dans cette direction-là par rapport au mouvement longitudinal, eh bien on va avoir un rapport entre donc les forces de traînée F'P et F'N, correspondant à une composante normale et tangentielle, vont être dans un rapport d'un facteur 2 par rapport aux composantes des vitesses. D'accord ? Donc c'est écrit ici Fn sur Fp va être en gros 2 fois plus important que le rapport Vp sur Vn. Et c'est ça, en fait, qui est à l'origine de la force de poussée et du couple de rotation. Parce que maintenant, si l'on regarde, donc on a ici ces 2 forces, si l'on regarde maintenant les forces résultantes maintenant par rapport à l'axe de rotation du flagelle, on a ici F'ω et F'V qui, alors F'ω correspond à la force qui génère le couple, et F'V est la force qui permet la poussée. Voilà. Donc vous voyez qui est dirigée dans ce sens vers la droite. Et ça, c'est pour ce segment-là, mais on peut le faire pour tous les segments, en particulier pour celui-ci. Donc finalement, on voit bien à partir de ces descriptions que ce qui permet la poussée exercée par la rotation du flagelle, c'est le fait qu'il y a donc ce rapport 2 qui vient en fait des coefficients de traînée différents pour un déplacement longitudinal et tangentiel, enfin longitudinal ou transverse par rapport au fluide pour un petit segment composant ces flagelles. Donc voilà ce qui nous explique comment la rotation du flagelle permet en fait une force de poussée sommée sur l'ensemble du flagelle pour le déplacement du corps cellulaire. Alors, rentrons maintenant un peu plus en détail dans la structure de ce qui permet ce mouvement rotatoire. Ce sera important pour comprendre l'adaptation mécanique de ces cellules, et ce sera aussi important pour comprendre comment la cellule décode son environnement chimique, que l'on verra la semaine prochaine. Alors, de façon très succincte, on a donc ici le dessin de ces différents flagelles associés en faisceau en raison de leur rotation antihoraire. Et vous voyez à la base de ces flagelles, schématisés ici, il y a une structure qui en gros va être le moteur qui tourne à 100 Hz, dont on vient de parler. Vous en voyez ici une image en microscopie électronique, sur laquelle je vais revenir. Et vous voyez ici, par comparaison avec d'autres protéines pour lesquelles vous serez peut-être familier, de voir que c'est en fait une structure extrêmement grosse, très importante, un bijou d'ingénierie, si vous voulez, qui fait en gros 6,3 millions de Dalton, avec 175 unités. Vous êtes peut-être familier, j'en avais parlé déjà, de ce moteur remarquable qui est l'ATP synthase, à l'origine de la synthèse ATP en utilisant un gradient de protons, qui est bien plus petit en fait que le moteur de ces flagelles. Et puis ici, un GPCR qui est déjà une protéine de taille conséquente avec 14 domaines transmembranaires. Donc vous voyez ici une structure extrêmement complexe, et c'est elle-même qui est au cœur en fait de la rotation de ces flagelles. Alors vous voyez, je rappelle les chiffres, hein, on va de 100 Hz à 1700 Hz pour certaines structures, qui est assez difficile à imaginer. Je ne sais pas si les gens ont fait des calculs, en fait, étant donné qu'on est dans un environnement visqueux, les aspects en fait, de dissipation de l'énergie en raison des interactions avec les molécules d'eau, le solvant, comment c'est possible qu'une structure puisse tourner à cette telle vitesse. J'avoue que moi, ça m'étonne énormément, mais c'est ce que les mesures expérimentales indiquent. Alors, on peut distinguer en gros 3 grosses structures dans ce filament et son moteur à sa base. Justement, le corps basal,
une région en fait, courbe qui permet en fait, la transition avec le filament proprement dit. Alors je ne souligne pas ce point, mais le filament en fait, est synthétisé. Imaginez en fait, un tube très fin qui polymérise ou s'assemble par la diffusion de son monomère à l'intérieur de donc la cellule, à l'intérieur de la cellule est ici, le monomère est synthétisé ici, il diffuse à l'intérieur de cette partie basale dans le filament jusqu'à son extrémité. Donc l'addition des nouveaux sous-unités les flagellines, les protéines du flagelle, se fait à l'extrémité. Donc il y a une espèce de polymérisation vers l'extérieur par diffusion le long de ce tube. Je n'en parle pas, je vais vraiment me concentrer sur la partie basale, le moteur. Et vous avez ici en haut à droite la structure tridimensionnelle récemment obtenue d'une grosse partie en fait, de ce moteur. Et le point qui va retenir notre attention, c'est la partie la plus basale, qui comprend le rotor et le stator de cette structure. Alors vous voyez ici, effectivement, on peut décrire différents anneaux, hein, l'anneau C en particulier, qui est le lieu où en fait, il y a un couplage entre le stator et le rotor, va retenir notre attention, mais d'autres structures importantes plus en haut. Alors justement, parlant du corps basal, vous voyez ici en code de couleur en rouge ou rosé, vous voyez les éléments en fait, qui tournent, donc la partie qui est en rotation dans le référentiel de la bactérie. Alors que vous avez en vert des protéines qui forment le stator, qui sont en fait couplées mécaniquement à la paroi de la cellule, ici, et aux différentes membranes, donc la membrane interne et la membrane, enfin surtout la membrane interne. Et il est évidemment important qu'il y ait ce couplage, cet ancrage dans la bactérie, parce que sinon la rotation du moteur ne permettrait pas qu'il y ait, que ça puisse avoir un effet sur le mouvement de la cellule. Voilà. Alors, voilà, stator et rotor sont les deux structures centrales de ce corps basal. Alors, maintenant, je vais vous présenter en fait, comment on en est venu à s'intéresser en fait, à comment cet assemblage du stator répond en fait, à l'environnement mécanique de la cellule, en particulier de la viscosité de l'environnement et combien cela permet une adaptation mécanique de ce système. Alors, remontons à 1984, dans un article vraiment Princeps de Steve Block et Howard Berg, dont j'ai parlé, et qui en fait utilise déjà un mutant, parce qu'à l'époque ils avaient déjà identifié plein de mutants qui empêchaient le chimiotactisme, et parmi les classes de mutants, il y en avait qui n'avaient plus de rotation du flagelle, et certains donc appelaient MOT-B, notamment un mutant qui ne permet plus de nage. Et ils apportent l'expression inductible de ce gène, MOT-B, en utilisant l'opéron lactose. Donc en fait, on peut chimiquement induire l'expression génétique à des degrés différents de ce moteur, ce qui permet une expérience d'induction, où en fait on a ici le taux de rotation du moteur ou du flagelle qui est 0, et après induction, au bout de quelques minutes, vous voyez qu'il y a une rotation qui se remet en place progressivement. Mais regardons en détail ce qui se passe en termes de rotation en Hertz de ce moteur. Et l'analyse fine de ces premiers stades permet de montrer déjà que les statistiques de distribution des périodes de rotation du flagelle, que l'on peut traduire en marche, en fait, il y a une discontinuité dans les valeurs de la fréquence de rotation du flagelle, en particulier donc, une marche d'une hauteur fixe. Et en analysant plus finement donc, les premières étapes ici, donc ici la progression en temps, en secondes, on voit qu'il y a des sauts discontinus de rotation de vitesse de rotation du flagelle, avec une progression très nette vers des valeurs plus hautes. Et en utilisant l'ensemble de ces différentes statistiques, on a ici 4 cellules. Les auteurs arrivent à dénombrer jusqu'à une dizaine d'étapes d'incrément de vitesse de rotation du flagelle. Donc le point important, c'est que la remise en marche en fait, du moteur se fait par des sauts discontinus d'une hauteur à peu près égale, qui correspondent à des incréments de vitesse de rotation. Ce qui laisse entendre que derrière, et donc ici la variation entre les différentes pentes correspond en fait à différentes expériences de différentes cellules qui, d'après les auteurs, reflètent des différences
dans la résistance visqueuse liée à la rotation du moteur des cellules. Je ne sais pas si c'était dans les milieux légèrement différents ou peu importe. Mais en tout cas, le point qui est important, c'est qu'on trouve toujours cette progression par incrément discret. Et donc, l'hypothèse que formulaient les auteurs, c'est de dire qu'elle reflétait l'ajout séquentiel d'éléments apportant un couple moteur dans la rotation du flagelle. Et il s'agit d'en comprendre l'origine, mais on imagine que ça sera associé à la dynamique de recrutement d'éléments moteurs au niveau du moteur de ces cellules. Alors l'idée qu'il existe 11 couples moteurs capables associés en fait à la rotation du flagelle a été confirmée en fait des années plus tard dans des expériences beaucoup plus fines où en fait on utilise maintenant une bille fluorescente attachée à l'extrémité d'un flagelle et dont on suit la dynamique. Parce que en fait dans ces expériences-là, les auteurs utilisaient des cellules qui étaient immobilisées sur le substrat et qui tournaient, la cellule elle-même qui tournait parce que son flagelle était accroché au substrat. Donc c'est une observation différente dans laquelle il y a un couple extrêmement... il y a une charge sur le moteur très importante parce qu'il s'agit de faire tourner toute la cellule. Alors, on peut faire des calculs à partir de là, assez fins, et je voudrais les faire avec vous. En fait, au faible nombre de Reynolds, il y a une proportionnalité directe entre le couple moteur, grand M, et la vitesse de rotation angulaire oméga, qui dépend, donc coefficient de proportionnalité est évidemment associé à 1, la viscosité du milieu état, et B, qui est un paramètre qui dépend de la géométrie de la cellule. Alors dans le cas d'une sphère, on peut calculer exactement que ça va être 8π A au cube, A étant le rayon de la sphère. Les incréments, donc en mesurant les vitesses de rotation angulaire directement des observations expérimentales, en connaissant la viscosité de l'eau et par une approximation géométrique. Alors je ne sais plus s'ils prennent l'approximation d'une sphère ou bien ils font un calcul plus exact en fonction de la forme exacte de la bactérie. Ils arrivent à une estimation de l'ordre de grandeur des incréments de couple moteur correspondant à ces différentes marches, qui est de l'ordre de... alors moi je traduis en unités qui me parlent le plus, parce que tous les articles de Howard Berg, c'est en DIN centimètres. Or les molécules sont en nanomètres et les forces de l'ordre du piconewton, donc ça veut dire 270 piconewtons nanomètres. Et en fait, c'est très cohérent parce que vous avez vu la taille du flagelle, ça correspond à une force de 10 piconewtons exercée en périphérie, c'est-à-dire à 27 nanomètres du centre de la structure radiale du flagelle. Donc c'est ça l'ordre de grandeur du couple d'une unité assemblée. Il s'agit du couple moteur pour franchir chaque marge dans l'augmentation de la vitesse de rotation du flagelle. Alors à partir de là, on peut faire un petit calcul énergétique qui permet d'estimer le nombre de protons qu'il va falloir pour exercer ce couple moteur. Donc en fait, l'équilibre énergétique dit que en fait, ici on a le couple moteur et pour une rotation complète de pi. Et ici on va utiliser les auteurs ne savaient pas exactement au tout début, mais rapidement ils ont su qu'en fait l'énergie libre qui va être utilisée pour faire tourner le moteur, en fait c'est un gradient de protons. Et donc en faisant l'hypothèse, donc on peut estimer le nombre d'électrons qu'il va falloir pour faire une rotation complète, en considérant ici donc ce nombre d'électrons grand N, E la charge de l'électron et delta P la force protomotrice en volts, 172 millivolts, et on connaît un certain nombre de choses, donc on peut en déduire assez rapidement le nombre d'électrons. Alors, le point qui est important, c'est qu'on connaît le couple moteur pour une marche correspondant à l'adjonction d'une unité motrice de stator dans le moteur. Donc on fait le calcul pour 270 piconewtons nanomètres, ce qui permet de calculer petit m, d'accord, petit m qui correspond en fait au nombre d'électrons pour une unité de stator, et il y en a 16 en fait dans le moteur. Et donc on arrive à 65 électrons par révolution pour une unité génératrice de force, d'accord, et il y en a 16, donc on arrive à l'ordre de grandeur du millier d'électrons pour une révolution complète du moteur. D'accord. La raison pour laquelle on fait le calcul pour une unité, c'est que le calcul du couple, il est fait pour une unité qui est ajoutée de façon séquentielle. C'est ça le raisonnement. Après, on peut extrapoler sur l'ensemble du moteur qui comprend 16 sous-unités motrices.
Et là, on arrive à ce calcul, l'estimation de l'ordre de grandeur de 1000 électrons. Alors ça, c'est le calcul qui est fait donc en 1984. Mais alors déjà, pour vous montrer quand même comment à chaque fois Rydberg raisonne en ordre de grandeur et se trompe rarement, en 1974, soit 10 ans plus tôt, dans un autre article dont je ne parle pas, il est arrivé en fait au même ordre de grandeur en prenant l'idée qu'il y avait un couplage direct en fait entre une énergie électrochimique dont il ne connaissait pas l'origine. Il savait que c'était lié en fait aux réactions d'oxydoréduction, mais il ne savait pas que c'était un gradient de protons. D'où la description Larsen have found that an intermediate in oxidative phosphorylation, but not ATP, is required for motility. En fait, c'est le gradient de protons. Et en connaissant les ordres de grandeur de la puissance dissipée dans la rotation du moteur, je ne sais pas comment il est arrivé à cette estimation, donc ici c'est des watts, R par seconde, et on a ici le gain énergétique associé au passage d'un électron par la membrane. Ils étaient arrivés à un ordre de grandeur de 10 puissance 3 qui correspond donc au nombre d'unités moléculaires dont le transit permettait la rotation du moteur. Effectivement, c'est bien à quoi on arrive dans un calcul plus précis ici. Alors, à partir de cette description, voyons plus en détail le recrutement des unités motrices mode B que l'on peut maintenant visualiser des années plus tard par une fusion avec GFP. Donc maintenant, les expériences vont consister à regarder directement la fluorescence de la molécule en lien avec cette remise en marche du moteur et du couple qu'il exerce. Alors, vous voyez ici comment on peut observer une bactérie qui est associée à son substrat, qui tourne, d'accord, et que l'on peut observer en microscopie TIRF, où on peut regarder très précisément la concentration de mode B, qui est une unité du stator, la structure donc, fixe dans la bactérie, dont les changements conformationnels sont associés à la rotation du flagelle, à la rotation du moteur, la partie rotor. Et des expériences de photoblanchiment permettent de voir qu'en fait, il y a une décroissance par étape de la fluorescence de ces stators et dont le nombre de marches en fait est de l'ordre de 11. Donc en fait, il compte les photons. Donc il y a tout un calcul de normalisation dans lequel je ne rentre pas dans les détails, dans les détails lesquels je ne rentre pas, mais qui permet d'arriver à l'idée que donc il y a le décompte des photons permet d'arriver au fait qu'il y a 22 structures par moteur, ce qui est cohérent avec l'idée qu'il y a 2 protéines mode B, lesquelles sont marquées, par stator, et il y a 11 stators, comme on l'a vu, par moteur. Donc ici, permet de voir qu'il y a donc une corrélation directe entre le nombre d'unités de mode B dans le moteur et puis la vitesse de ces structures. Alors, ils peuvent même mesurer plus précisément comment en fait mode B, qui est une protéine transmembranaire, en fait est en échange dynamique entre un pool membranaire avec une coefficient de diffusion assez faible, et puis donc l'association avec le moteur dans laquelle elle est engagée dans la production de force pour faire tourner le moteur. Alors vous voyez ici, d'une façon très illustrée, ce qu'il faut comprendre. Vous avez ici le stator, donc immobile par définition, le rotor qui tourne, et on verra plus tard comment cette structure met en rotation en fait le rotor. Mais le point important, c'est que les protons qui sont donc situés dans le périplasme et à l'extérieur de la cellule sont dans un gradient de concentration par rapport à la partie intracellulaire, et donc le flux de protons à travers le stator permet des changements conformationnels qui vont de mode B et qui va permettre un changement de conformation qui va être associé à la rotation. Alors, dans le schéma qu'on voit ici, c'est une analogie. Il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à une dent comme cela. C'est simplement pour illustrer l'idée que la liaison d'un proton à des acides aminés spécifiques de mode B va induire une transition allostérique dans la protéine qui, dans cette analogie, ferait tourner la roue dentée. En fait, on va voir dans la structure très précise qui a été publiée il y a très peu de temps que ce n'est pas en fait cette analogie qui convient, mais de façon, encore une fois, analogique, on peut comprendre comment une transition allostérique liée à l'association à un proton permet en fait la rotation séquentielle dans un cycle de cette unité du rotor. Alors l'idée en fait qui donc a été proposée, c'est que suivant les conditions, le moteur
peut recruter un nombre variable de stators. Et que donc plus le nombre de stators va être important, plus le couple générateur de force va être, le couple moteur va être important, et qui permettra en particulier donc, de se déplacer dans un environnement plus visqueux, par exemple. Et inversement. Alors, du coup, maintenant, nous allons parler d'adaptation. Alors, aujourd'hui, on va parler d'adaptation mécanique. La semaine prochaine, je parlerai d'adaptation chimique. En fait, il y a des adaptations à plein de niveaux. Et donc, j'aimerais vraiment commencer par cette adaptation mécanique. Alors, déjà, pour l'adaptation mécanique, vous savez, les bactéries peuvent traverser des milieux très variables, qui peuvent être plus ou moins visqueux. Déjà, une bactérie peut effectivement nager dans un milieu aqueux, mais elle peut aussi arriver dans un environnement proche des cellules où il y a de la matrice, où en fait tout d'un coup la viscosité va augmenter d'1, 2 ordres de grandeur. Et donc, comment fait-elle pour, utilisant donc toujours le même moteur, hein, les flagelles, pouvoir se déplacer d'une façon adaptée. Donc, il y a une adaptation à long terme, qui est une adaptation génétique, qui a été étudiée en particulier dans une transition qui est importante où la cellule, la bactérie, passe d'un état solitaire à un état de swarm, c'est-à-dire collectif, où en fait elle va créer une espèce de film où elle va pouvoir se déplacer à la surface d'une colonie pour atteindre d'autres régions. Et donc dans ce cas-là, en fait, la transition de nage au swarm, en fait, qui est une forme de nage adaptée à un environnement plus visqueux, les bactéries en fait, multiplient leur nombre de flagelles, qui en fait même ont une composition différente. Et pour vous illustrer cela, cette étude sur Vibrio parahemolyticus, les auteurs montrent alors ici une bactérie qui a un flagelle lorsqu'elle nage, avec les gènes FLA qui constituent en fait les unités fondamentales de la synthèse de ce flagelle. Mais lorsqu'on en est dans une configuration de swarming, à ce moment-là, les cellules présentent une multitude en fait, de flagelles latéraux, et non pas simplement en partie polaire, qui présentent d'autres sous-unités. Donc ici, regarde l'expression des sous-unités en fonction de la viscosité du milieu, et vous voyez que plus la viscosité du milieu est importante, plus en fait le nombre de sous-unités du flagelle, le gène en fait va être synthétisé, qui permet la production donc de flagelles plus nombreux à la surface de la bactérie. Donc là, il s'agit d'une adaptation. Hein, les auteurs parlent de dynamomètre pour exprimer cela. L'idée, c'est qu'une bactérie va pouvoir génétiquement modifier les composants de ces flagelles et le nombre de flagelles pour permettre en fait, une propulsion dans un milieu plus visqueux. Mais il existe une adaptation à beaucoup plus court terme qui est visible ici dans cet article de 1979 où en fait, la rotation du flagelle varie en fonction de la viscosité du milieu. Donc on voit ici, dans deux expériences indépendantes, dans deux milieux dont on varie la viscosité. Alors ici, l'auteur présente l'inverse de la viscosité, donc la fluidité. Donc les unités sont centipoises qui correspondent à 10 pascals secondes. Et on voit que plus la fluidité est faible, donc plus la viscosité augmente, plus la vitesse de rotation est réduite. Donc la bactérie, en fait, décode l'environnement visqueux et modifie à court terme, en fait, sa vitesse de rotation. Et ce qui est assez logique, vu que, comme on l'a vu tout à l'heure, la force de poussée, en fait, est directement liée à la vitesse de rotation, donc de vitesse de déplacement des segments, et plus dans un environnement visqueux, eh bien, plus il va falloir, moins il va falloir tourner vite pour pouvoir se propulser. Alors, pour voilà, le point important, c'est que aussi, je vous ai précisé qu'une bactérie synthétise son flagelle. Donc au début de sa synthèse, le flagelle est tout petit. Donc quand le moteur va retourner, il va y avoir une résistance visqueuse très faible. Et à la fin, il a un filament de 50 microns dans les cas extrêmes, ce qui est énorme. Donc en fait, cette adaptation mécanique à court terme permet aussi d'ajuster pour chaque filament leur vitesse de rotation en fonction de la résistance visqueuse qui est liée non pas à la viscosité du milieu, mais à la longueur du filament lui-même. Donc vous voyez, le système en fait, est extrêmement intelligent puisque à long terme, il va utiliser les moyens génétiques et à court terme, des moyens que l'on va voir maintenant qui permettent d'ajuster la vitesse de rotation de sorte que la poussée soit en gros égale à chaque fois et qui permet le déplacement de la cellule. Alors voilà la question est comment les cellules perçoivent la résistance visqueuse exercée sur la rotation du flagelle, qui peut venir soit de la longueur du flagelle, soit de la viscosité du milieu, ou des deux. Alors là, je vais vous présenter deux séries d'études qui montrent un peu l'état actuel des connaissances sur ce système, qui, vous allez voir, est assez avancé.
Les expériences maintenant que l'on fait sont assez fines. On immobilise une bactérie, donc coli, sur un substrat. Il y a un cisaillement en fait du flagelle pour en avoir qu'une partie très petite, auquel on associe une bille, d'accord? Et donc la rotation du moteur va faire tourner cette bille. Et vous voyez bien que alors cette bille qui va être apportée avec une pince optique, donc on fait les choses de façon très fine, et qu'en fait, en fonction de la taille de cette bille, on peut en fait quasiment immobiliser, en tout cas apporter une charge très importante sur le flagelle, et que donc ça va modifier d'une façon régulée. Voilà le premier niveau d'analyse, la rotation. Et on va voir comment cela affecte la rotation du flagelle et le couple moteur du flagelle. Alors le cycle d'expérience est le suivant. On a ici la vitesse de rotation en Hertz, et on a l'expérience au cours du temps. Dès lors que l'on apporte en fait cette bille, vous voyez qu'il y a une chute très rapide de la rotation qui passe en gros de 300 Hz, qui est la vitesse de référence, à une vitesse qui est pas nulle, mais quand même très fortement réduite. Et ce qui est intéressant, c'est que le système après va s'adapter avec un incrément de vitesse de rotation qui n'est pas sans rappeler ce que vous avez montré initialement, mais dans un contexte tout à fait différent. Là où on apporte une charge, on voit la réponse du système. Une autre façon de voir les choses, c'est de considérer maintenant le couple en fonction de la vitesse de rotation. Donc là, on est dans la configuration initiale, comme ici, où en fait le couple tourne sans charge qui s'y oppose fortement. On apporte la bille, il y a une chute très rapide de la vitesse de rotation. Et ce qui est important, c'est de voir cette transition entre l'état B et l'état C, où séquentiellement, en fait, le couple va augmenter et qui correspond en fait aux différentes étapes de recrutement d'unités de stator dans le moteur qui s'adaptent à cette nouvelle condition, d'accord, et qui permet donc de revenir à un état où le couple exercé est plus important, où on aura assemblé les 11 unités stator du moteur, qui est le nombre maximal chez Colli. Alors maintenant, on peut regarder dans cette configuration-là le recrutement de mode B, voir que tout est cohérent par rapport à ce que je vous avais dit. Donc là, maintenant, il ne s'agit pas de mettre une bille, mais simplement de faire tourner la bactérie. Donc là, la charge est encore plus grande, les vitesses de rotation sont plus faibles, on est de quelques hertz par rapport aux 300 Hz initiaux. Donc on regarde en fait dans une zone très proche d'ici, et l'on voit ici qu'au cours, donc on a A, B, C qui correspondent aux différentes intensités de recrutement de mode B qui accroît alors que la vitesse de rotation augmente dans cette expérience. Donc, cela indique donc le nombre d'unités de stator augmente lorsque la charge exercée sur le moteur est plus importante. Voilà, c'est ce que ces expériences indiquent. Alors, je vais vous présenter maintenant deux articles qui ont une partie théorique et une partie expérimentale qui apportent une explication assez fine de ce qui se passe dans ce contexte-là en termes de la dynamique d'interaction entre stator et rotor dans le moteur. Donc en gros, l'idée, vous l'avez comprise maintenant, on a ici le rotor en bleu, qu'on représente de façon schématique comme cette crémaillère, et on a des unités de stator dont le nombre varie en fonction justement des considérations de l'environnement, de la résistance visqueuse exercée sur le moteur. Et on peut considérer donc que ces stators, qui diffusent dans la membrane, et dont on connaît le coefficient de diffusion, ont une association-dissociation avec le rotor, décrite par K-on, K-off. On verra dans le modèle plus tard que ça sera écrit K+, K-, mais peu importe. Et il s'agit de comprendre comment en fait, le couple moteur, la résistance, en fait, modifie ces paramètres cinétiques K-on et K-off. Et comment on peut expliquer le système. Mais en gros, il s'agit de dire que lorsqu'on va avoir une charge exercée sur le moteur plus importante, K-off peut être modifié, par exemple. C'est une idée assez intuitive. C'est quelque chose qui est associé par exemple, au modèle du catch bond dans notre contexte d'adhésion. C'est en gros la même idée. Mais on verra comment en fait, un traitement en physique statistique de ça permet d'arriver à des calculs et à un fit entre le modèle et les données expérimentales. Donc en fait, il y a deux articles conjoints qui sont sortis en 2017-2019 qui en fait proposent des analyses que je vais vous présenter. Il y a une partie commune qui est en fait l'analyse de la dépendance de K-off à la charge et l'autre c'est plutôt K-on qu'on va voir. Et encore, si vous avez entendu parler d'adhésion dans différents cours, de Jean-François Joigny ou de moi, le modèle du catch bond, c'est quelque chose que vous devez avoir à l'esprit. L'idée, c'est que l'association, les constantes d'association-dissociation peuvent en fait être influencées par la force. Alors, le dispositif expérimental, maintenant vous le connaissez, on peut donc faire... ici, les expériences sont faites de façon encore plus fine,
parce que là, maintenant, de deux façons différentes, soit en utilisant un champ, des pinces magnétiques, on peut donc associer une bille au flagelle et apporter en fait un champ magnétique circulaire qui va en fait apporter un couple, positif ou négatif, qui va diminuer la charge sur le moteur si l'on va dans le même sens de rotation que le moteur, ou au contraire l'augmenter si l'on va dans l'autre sens. Et aussi un dispositif sans doute le plus sophistiqué d'électrorotation, mis en place par le laboratoire de Howard Berg, qui permet, on a une cellule maintenant qui est associée au substrat par un petit bout de flagelle, et on peut apporter donc un couple qui va réduire la charge sur le moteur, parce que si jamais, en gros, on entraîne, on fait tourner la bactérie dans le même sens ou que la fait tourner son flagelle, on va réduire la charge sur le flagelle, et c'est cette condition-là qui doit modifier en fait la cinétique d'association-dissociation des unités de Stator, et inversement. Si l'on enlève ce couple d'entraînement qui réduit la charge, on va avoir une augmentation de la charge et donc une modification de la statistique d'association-dissociation des unités du stator. Alors, par exemple, dans les expériences de Wadhwa et al. Dans le laboratoire de Howard Berg, par électrorotation, lorsqu'ils mettent en marche le système, le couple appliqué est donc en marche, mais il est dans le même sens que la rotation, donc on va réduire le torque que ressent le moteur, et donc il va y avoir une baisse, il va y avoir une augmentation de la vitesse de rotation. Et inversement, lorsque le dispositif n'est plus en marche, la bactérie est seule pour mettre en place la rotation de ce flagelle contre En fait, il s'agit de faire tourner ici la bactérie entière, et donc la vitesse de rotation va chuter, et petit à petit, le système va s'adapter en apportant de nouvelles unités de stator. Donc ici, on a recrutement de nouvelles unités de stator, et là, leur baisse dans les deux conditions où le système a une charge plus importante ou moins importante. Alors, ce qui est intéressant, donc, pour mesurer la vitesse de rotation, en fait, il y a en gros une phase d'entraînement ou de charge, qui dure 8 secondes, puis on met le système off et on voit la vitesse de rotation. Et on le fait plusieurs fois séquentiellement. Et donc on voit ici, effectivement, la vitesse de rotation qui baisse alors que la charge est réduite, et après le système se remet en place après. Alors ici, on a l'évolution de la réponse du système, où on voit le nombre converti ici en termes à la vitesse, aux incréments de réduction de vitesse. On peut associer un incrément pardon, c'est la vitesse de rotation. Ici, l'incrément de recrutement des sous-unités de stator, comme on l'a vu. Et donc ici, on a, en fonction de la vitesse que l'on apporte au flagelle, 300 Hz, en gros, ça veut dire qu'il n'y a quasiment plus de charge sur le flagelle, parce qu'on l'entraîne à la même vitesse où il tourne tout seul. Donc à ce moment-là, on a une baisse rapide du nombre d'unités de stator, parce qu'il n'y a plus besoin d'en avoir beaucoup d'unités motrices pour faire tourner le flagelle, vu qu'on a réduit la charge considérablement sur le moteur. Alors maintenant, ce que l'on va considérer dans ce modèle cinétique, c'est le nombre d'unités de stator, petit n, liées au moteur à l'instant t. D'accord ? Et l'on va considérer la constante d'association K+, dissociation K-, avec le moteur. Et donc on part de cette équation maîtresse qui décrit en fait l'évolution du système pour décrire donc la variation de ce nombre d'unités de stator associées au moteur, de laquelle on dérive donc l'évolution du nombre moyen de ces sous-unités. Et on peut directement considérer maintenant à l'état stationnaire, où cette quantité est nulle, la fraction d'unités à l'état stationnaire par rapport au nombre total grand N. D'accord ? Et cela en fait s'écrit comme 1 sur K- sur K+, qui donc correspond à la constante de dissociation du système. La résolution de l'équation donne donc une relaxation en fait exponentielle avec un temps de relaxation qui est 1 sur K- sur K+. D'accord ? Donc ça, ce sont des choses tout à fait normales, mais le point qui est intéressant, c'est maintenant de considérer comment les données expérimentales peuvent comprendre l'évolution de ce système en termes d'évolution de la constante de dissociation. En fait, le temps de relaxation ici est égal à 1 sur K- sur K+. Or, les données expérimentales
que l'on a ici synthétisé, où l'on augmente progressivement la vitesse la viscosité du milieu, donc dans laquelle on a une augmentation du couple sur le moteur et l'augmentation du nombre de sous-unités grand N. Donc à partir de là, on peut en déduire que ce qui varie au cours de ces expériences, c'est que KD en fait décroît en fonction de la charge. Et comme KD s'écrit comme K- sur K+, d'accord, si KD décroît, ça peut être par exemple associé à une baisse de K-, qui est typiquement le modèle du fait que la dissociation en fait est plus lente dès lors qu'il y a une charge sur le moteur. D'accord ? Et à partir de données expérimentales et de ce modèle, les auteurs montrent effectivement qu'eux, ils ne voient pas d'évolution de K-on, mais par contre une décroissance progressive de K-off en fonction de la charge exercée sur le moteur. Donc voilà un premier modèle qui permet, dans lequel les données expérimentales collent bien avec l'idée qu'il y a une dépendance de K-off avec la charge exercée sur lui. Alors, l'autre papier arrive au même résultat, mais il ajoute un autre élément qui est une dépendance du on rate. En fait, l'argument est le suivant. On a une sous-unité qui diffuse, qui va s'associer avec un moteur qui tourne, d'accord ? Et en fait, on va essayer de déterminer si K-on, qui était considéré comme une constante précédemment, ici va être ou non une constante. En fait, on va voir qu'il est variable parce que la vitesse de rotation du moteur va rendre plus improbable l'association au moteur, vu qu'il va falloir un temps de succès de cette association. Donc en fait, on peut considérer K+, comme une composante qui en fait reflète la composante limitée par la diffusion de la sous-unité, d'accord, donc K0, mais également une probabilité d'assemblage une fois qu'il y a contact, qu'on nomme PS. Et cette probabilité, PS, elle dépend du temps de contact, TC, et du taux d'assemblage lui-même, kappa. D'accord ? Donc on peut écrire PS comme une augmentation exponentielle en fonction de la durée de contact, donc 1 moins E sur 1 moins E moins kappa TC, d'accord ? Donc qui tend vers 1 lorsque TC est plus grand et qui est 0 sinon. Et donc on peut réécrire K+ comme K0, la composante qui reflète l'effet de la diffusion, et puis cet élément qui dépend de la vitesse d'association. Alors ce qui est intéressant, c'est que le temps de contact est inversement proportionnel à la vitesse de rotation du moteur. On voit bien donc, grand F, on a donc une expression de K+, qui, de façon explicite, prend en compte la vitesse de rotation du moteur. Et donc, ce qui permet de voir qu'à ce moment-là, ce n'est pas simplement K-off qui va être dépendant, qui va varier en fonction de la charge, mais la vitesse de rotation du moteur qui est inversement proportionnelle à la charge elle-même est dépendante, influe sur K+. Donc vous voyez que K+ et K-, les constantes d'association-dissociation vont avoir une dépendance différente à la vitesse de rotation pour l'un et puis à la charge de l'autre. Et c'est cette compétition entre les deux qui gouverne en fait la dynamique du système. Alors de façon, ici dans cet article, il dérive l'expression de K- par une description énergétique du système, et en considérant que donc un modèle est l'équilibre, dans lequel la liaison d'un stator au moteur modifie son énergie libre d'une quantité EB moins mu, où EB c'est l'énergie libre d'association du stator associé quand il n'y a pas de torque, d'accord ? Et mu, c'est le potentiel chimique qui consiste à prendre en fait une sous-unité de la membrane et de le mettre au niveau du moteur. Donc en fait, l'hypothèse qu'ils font, c'est que ce changement d'énergie libre du stator lorsqu'il s'assied au moteur en fait, est modifié d'une quantité ET lorsqu'il y a en fait une charge exercée sur lui. D'accord ? Donc en gros, on peut réécrire tout ce qu'on a vu précédemment et voir que le nombre à l'état stationnaire, la fraction d'unité de stator impliquée dans le moteur, en fait, fait prendre en compte donc cette énergie libre, EB moins mu moins ET, où ici on a la composante qui vient de la charge, et qui peut se réécrire comme ET est égal à, alors bêta c'est 1 sur KT, 1 sur R, 1 sur R0, alors R c'est la fraction donc, de sous-unité dans les conditions données, et R0 c'est quand il y a zéro torque, zéro quand il n'y a pas de couple. D'accord ? Donc à partir des données expérimentales que l'on a vues, ils peuvent en extraire directement
EB-mu, qui est donc 3,8 kT, c'est pas beaucoup. Et puis surtout, on peut aussi réécrire K- comme ceci, parce que ici, vous l'avez vu dans le calcul précédemment, on avait K- sur K+. D'accord ? Donc à partir de ça, on peut réécrire complètement la formule ici pour K- qui va paraître une dépendance à l'énergie, donc au couple, à la force exercée sur le moteur, mais également l'effet que l'on avait vu avant de vitesse de rotation du moteur. Et donc là, à partir de ce modèle, on peut calculer ET en fonction du couple, et on voit qu'il y a une relation linéaire. Alors, les auteurs finissent par montrer en fait comment le modèle fit assez bien les données expérimentales dans les différentes conditions où la charge exercée en utilisant l'électrorotation diminue le couple, et on voit ici donc, en bleu en point les datas et en la courbe qui montre le fit du modèle dans ces conditions-là. Vous pouvez regarder plus en détail le papier si vous êtes curieux, mais je voulais simplement vous présenter cet article pour vous indiquer que l'on peut maintenant expliquer de façon assez fine le fonctionnement du moteur en considérant son adaptation à la charge, en considérant la cinétique dissociation des unités constitutives du stateur au moteur, qui est influencée par la vitesse et par la charge exercée sur le moteur. Donc le paramètre ET et F, ces deux paramètres-là. Et donc, voilà. Donc, les derniers éléments structurels qui sont sortis il y a vraiment peu de temps, qui indiquent en fait quelle représentation moléculaire on a envie de se faire de cette association entre le stator et le moteur. Je voulais vous les montrer parce que bon, je ne suis pas biologie structurale, mais ça me parle de voir des choses qui sont assez cohérentes. Vous voyez ici en bleu le moteur, en bleu clair, d'accord ? Vous voyez ici cette structure, et en jaune le stator. Donc de côté, quand on regarde une sous-unité, voilà l'association entre les deux, et vu par la tranche l'ensemble de la structure, donc vous voyez toutes ces unités de stator, hein, et les unités motrices en bleu, cet anneau. Ça tourne et ça reste immobile. Et en jaune, vous voyez ici la structure de ces unités de stator qui forment en fait un ensemble, on va dire, de petits engrenages couplés à la grosse roue dentée de C-ring. Et en fait, alors c'est ce que vous pouvez voir ici, je passe sur cette image. Non, je sais ce que je voulais faire. C'est que je voulais vous montrer que vous vous souvenez que la bactérie peut alterner entre un mouvement de rotation anti-horaire et horaire. Et la question, c'est de savoir de quelle façon expliquer cette transition horaire-anti-horaire en termes de la structure du moteur. Alors, la rotation anti-horaire permet la trajectoire ici, et horaire, l'immobilisation de la bactérie. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer, qui était l'élément le plus important. Lorsqu'il y a une molécule, on y reviendra différemment la prochaine fois, mais peu importe son nom à ce stade, qui modifie le sens de rotation du moteur. D'accord ? Donc elle se lie au moteur, le moteur va tout d'un coup changer de vitesse de rotation, de sens de rotation. Et en fait, de point de vue structurel, cela vient à une transition allostérique. Donc cette molécule qui s'appelle KY, en fait, se lie à cette molécule ici en bleu, et elle change sa conformation, comme on peut le voir. Ici, il y a association, là, il y a dissociation. Et ce simple changement de conformation, lorsque l'on regarde, maintenant, vu d'en haut et de façon schématique, fait que la partie du stator se retrouve alterne entre la partie extérieure ou interne de l'anneau en bleu. Et donc sa rotation, qui est liée en fait à l'énergie libre de passage des protons, va réduire. Donc les unités de stator tournent dans le même sens, mais comme elles se retrouvent à l'extérieur, elles vont faire tourner dans l'autre sens l'ensemble du moteur. Donc pensez à un engrenage qui tourne toujours dans le même sens, mais qui va alterner d'une position à une autre par la simple liaison du molécule qui induit en fait un changement conformationnel. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable d'imaginer que l'ensemble de la nage de la bactérie, l'alternance entre l'avancée et l'immobilisation, vient de la simple transition allostérique liée à l'association d'une molécule qui modifie la position de ces petites unités stator, qui sont comme des petites turbines qui tournent à très grande vitesse, et dont la rotation entraîne la rotation de l'unité motrice en bleu. D'accord ? Et le fait que l'on change de la rotation horaire à anti-horaire vient simplement du déplacement d'une fraction de nanomètre de ces stators en jaune qui se retrouvent de l'extérieur
à l'intérieur, et qui donc permet le passage de la rotation anti-horaire à la rotation horaire. Alors, cette transition, elle est importante pour expliquer l'alternance entre le run et le tumble chez Collie. Et vous avez parlé dans les cours précédemment aussi à un moment de spiroquettes, qui ont donc les mêmes flagelles, les mêmes unités motrices. Ils ne sont pas extérieurs à la cellule permettant sa nage, mais ils sont à l'intérieur de la bactérie. Ils induisent en fait une torsion du corps cellulaire qui adopte une structure un peu en onde plane. Et la rotation des moteurs induit la rotation de l'ensemble de la cellule et qui permet son déplacement comme une torpille dans un milieu visqueux, une matrice extracellulaire. Il s'agit ici de parasites, de bactéries qui sont associées à des pathologies, syphilis et autres. Alors, c'est la rotation de ce flagelle ici, c'est là que c'est assez intéressant. On a une rotation horaire d'un côté, anti-horaire de l'autre, par définition, pour que l'ensemble de la cellule tourne d'une façon cohérente. Et lorsque on a une opposition de sens de rotation entre les deux, la cellule peut avancer. Et lorsque la rotation est horaire dans les deux cas, la cellule en fait change de configuration parce qu'elle a un conflit entre les deux sens de rotation, aux deux extrémités, elle s'immobilise. Et donc le point qui est important, c'est de coordonner ces deux sens de rotation horaire et anti-horaire entre les deux extrémités de la cellule, qui sont eux-mêmes situés à quelques dizaines de microns. Voilà. Et on ne connaît pas le mécanisme de coordination de rotation horaire-anti-horaire entre les deux. Il dépend de Kiwai. Mais il y a clairement donc de la concentration de molécules peuvent influer sur cette trajectoire. Mais le point qui est important, c'est qu'il y a un couplage en fait, qui permet de rendre nécessairement différents les deux sens de rotation pour que la cellule puisse avancer. Alors que chez Collie, globalement, les flagelles vont répondre à une modification ambiante d'une concentration d'une molécule, de chimiotactisme, et qui va modifier la concentration de Kiwai et induire une modification du sens de rotation du moteur. Voilà, donc cet aspect chimiotactisme, nous y reviendrons la semaine prochaine, mais je voulais simplement vous montrer la prévalence de ce système dans différents contextes et que tout ce que je vous ai dit chez Collie, en fait, a de grandes chances d'exister dans d'autres bactéries qui ont en gros les mêmes compositions moléculaires et la même capacité de s'adapter à l'environnement visqueux. Chez les spiroquettes, une modification de l'environnement visqueux va modifier la vitesse de rotation du moteur. Voilà, donc c'était l'idée de cette diapositive, c'est de vous montrer la généralité potentielle de ces mécanismes d'adaptation mécanique des cellules. Alors, pour finir, et assez rapidement, le flagelle chez les eucaryotes. Je vois que le temps passe, donc j'hésite là, en fait, même à carrément... ça me pose un petit peu un problème, mais je vais peut-être arrêter là. Parce que ça fait déjà 1h30 et je pense que le temps est bien. Mais je pense que je vais arrêter là, puis je me débrouillerai pour finir l'organisation de mes cours. Sauf si jamais vous êtes prêts, restez encore un quart d'heure. À main levée rapide. Oui. Bon, je m'engage à finir en un quart d'heure. D'accord ? Donc en gros, et si vous devez partir, n'hésitez pas. Alors le point qui est important, c'est que donc, le battement du cil dans le flagelle vient donc d'une ondulation, comme on peut le voir sur ce film. Le flagelle a donc une structure que l'on a déjà vue, donc je ne vais pas revenir dessus, avec des axonèmes qui comportent un certain nombre de microtubules. La courbure en fait, des axonèmes vient non pas d'une contraction de son bord interne, mais en fait d'un glissement entre les axonèmes qui sont situés dans la partie des microtubules, dans la partie extérieure et interne du cil. Et donc c'est ce que l'on peut voir ici. La structure d'un axonème comprend des doublets de microtubules, lesquels peuvent bouger les uns par rapport aux autres au glissement en utilisant l'hydrolyse d'ATP qui fait se déplacer des moteurs de dinéine, représentés ici en bleu. Et étant donné qu'il y a des molécules de cross-link entre les différents microtubules, cette force exercée par les moteurs de dinéine qui veulent glisser les uns par rapport à l'autre génère en fait une courbure du microtubule, du doublet, dans le sens que l'on peut voir. Alors, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10 puissance 5 ATP pour 10 nanomètres de déformation. Alors, dans le cas de la rotation de la courbure de ces cils, on voit en fait que le point important, c'est que la partie externe et interne de ces cils
doivent être en opposition d'activité parce qu'elles jouent un rôle en compétition les uns avec les autres pour la courbure du cil. Si jamais cette partie-là en fait, n'est pas coordonnée à l'activité dans la partie, on va dire, ventrale, hein, dans cette diapositive, en bleu, à ce moment-là, on aurait un conflit entre les deux, et donc le cil ne pourrait pas se courber. Donc il y a une coordination entre ces deux activités et qui, étant donné la vitesse en fait, d'oscillation et de battement des cils, hein, de l'ordre de 100 Hz, nécessite en fait un couplage mécanique. Alors, différents types de couplage mécanique sont considérés dans cet article. Hein. Je simplement vous invite à le regarder plus en détail. Mais le premier, en fait, considère l'idée que l'association entre les dynéines et les moteurs, en fait, sont de nature slip, c'est-à-dire qu'elles peuvent glisser au-delà d'une certaine force seuil, qui vont faire se glisser et déraper les deux structures. L'autre modèle considéré, donc, est l'inverse du catch bond dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, l'idée au contraire qu'au-delà d'un certain seuil, il y a une dissociation qui se produit. L'autre modèle considéré, c'est le modèle où c'est la courbure en fait, qui est importante. La différence de courbure entre les deux structures, les deux pôles, en fait, induit en fait, un détachement d'un côté et non de l'autre. Et le troisième, c'est la contribution des forces normales en fait, entre les deux microtubules. Alors ce modèle très approfondi considère ces différents types de modèles. Alors, données expérimentales ne fit vraiment qu'avec le modèle où c'est la courbure en fait, qui joue un rôle important, et même plus précisément, c'est la variation de la courbure qui corrèle le mieux avec, comme élément en fait, déterminant dans la déformation du cil. Donc vous voyez ici une datation mécanique. Je ne rentre pas dans les détails parce que j'en aurais vraiment absolument pas le temps, mais simplement de voir que l'on peut considérer des éléments géométriques, la courbure ici, comme élément qui permet de coupler ces deux pôles des cellules. Alors là, on voit un cil tout seul, comme dans un spermatozoïde. Hein, c'est un modèle très prépondérant d'analyse. Mais maintenant, beaucoup d'organismes, notamment ces ciliés dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, présentent de nombreux cils à la surface qui leur font se déplacer dans l'environnement d'une façon assez complexe. Et vous voyez ici, dans cette image au centre, une projection temporelle du déplacement de billes dans le milieu qui peut voir en fait les vortex, les écoulements du fluide remarquables, qui eux-mêmes procèdent en fait du battement coordonné de ces différents cils. C'est juste pour vous élargir un tout petit peu le contexte. Ces écoulements de fluide permettent à la fois la nutrition de l'organisme, mais également son déplacement suivant le contexte. Voilà. Donc simplement de voir qu'il y a aussi un aspect collectif qui existe. Et vous voyez ici ce film qui montre ces vidéomicroscopies assez remarquables d'écoulement du fluide induit par le battement de cils et leur coordination spatiale et temporelle. Alors je finis rapidement avec une histoire qui est assez remarquable. On a beaucoup parlé de l'importance de flagelles pour pouvoir se déplacer ou de cils, hein, ou de structures hélicoïdales. Il se trouve qu'il y a une bactérie, Synechococcus, qui a un déplacement extrêmement rapide, hein, de l'ordre de 25 microns par seconde, qui est donc pas du tout négligeable. Or, ces bactéries se déplacent. Or, l'observation fine, vous voyez ici à droite un film, hein, du laboratoire de Howard Berg, l'observation fine de ces cellules indique qu'elles n'ont pas de flagelle. Et donc, pendant assez longtemps, hein, depuis leur observation, je montre ici cet article en 1985 en particulier, ce déplacement de cette cyanobactérie était un peu un mystère. Et vous allez voir, reste relativement un mystère, bien qu'aujourd'hui on ait un modèle d'explication de ce système. Et donc, je vous présentais différents papiers, notamment de George Oster, en fait, qui s'est intéressé à ce problème. Alors, justement, dans cet article de Howard Berg en 1996, il propose un modèle qui, en fait, part de l'idée qu'il n'y a pas de flagelle, donc il va y avoir quelque chose à la surface de ces cellules qui induit une déformation qui se propage très rapidement et qui permet localement un écoulement ou une modification de l'écoulement du fluide. Donc il considère en fait une onde de progression vers la gauche qui, si elle est sur donc des vagues en fait, de déformation longitudinale, qui pourrait venir par exemple d'une contraction de la cellule et de son expansion, hein, c'est un modèle, hein, devrait se déplacer donc avec une longueur de l'ordre d'une protrusion de l'ordre de 20 nanomètres, un tout petit, devrait se déplacer à une vitesse assez vertigineuse de 160 microsecondes pour déplacer le fluide de façon suffisamment conséquente pour permettre le mouvement de la cellule. Alors l'idée, en fait, est représentée ici de façon très simple. Si l'on considère une molécule de fluide à un endroit donné, avec une onde
de déformation en fait, de la cellule, en noir ici, représentée par ces flèches, il va y avoir un écoulement du fluide qui fait que la molécule d'eau va d'abord s'éloigner un peu de la cellule, d'accord, et puis finalement après se rapprocher, et en se rapprochant, lié à l'expansion, elle va avoir un écoulement vers la droite. Et comme la vitesse en fait chute lorsque l'on quitte rapidement la surface de la bactérie, de façon globale, l'écoulement de la molécule d'eau va se situer vers la droite. Et donc si l'écoulement moyen des molécules d'eau se situe vers la droite, la cellule va se déplacer dans le même sens que l'onde. Et donc ils font un calcul en ordre de grandeur de ce qu'il faudrait pour que cela puisse faire avancer la bactérie à la vitesse qu'on observe. Et c'est quand même un déplacement extrêmement rapide, donc pas sûr que ce soit très envisageable. Mais en tout cas, ça la montre au moins l'idée retenue à cette époque. Mais il se trouve qu'il y a eu une modification substantielle. Ici, les déformations considérées, c'était l'amplitude de la déformation 20 nanomètres, hein, c'est tout petit. Mais en fait, les observations en microscopie électronique ont montré en fait, une structure à la surface de ces Synechococcus qui sont des espèces de spicules qui ont des petites structures de l'ordre de 100 à 150 nanomètres, donc plus importantes, mais tout petites, hein, qui n'étaient pas visibles en microscopie optique, et qui sont organisées d'une façon quasiment cristalline à la surface de la cellule, donc avec une très très grande densité. Donc imaginez en fait une espèce de fourrure extrêmement fine de spicules de l'ordre de 100 nanomètres qui couvre l'ensemble de la bactérie. D'accord ? Et comme on va le voir, il y a au moins un modèle de principe qui explique comment ces structures pourraient être associées au mouvement. Et alors en fait, l'élément central qui se voit en microscopie électronique, comme on va le voir tout à l'heure, c'est, avant de rentrer dans leur organisation, d'imaginer que sous en fait, cette propriété de la paroi de la cellule, hein, avec ces petites spicules, il y a des unités motrices qui se déplacent. Alors il y a différents modèles, soit se déplacent d'une façon rotatoire le long d'une hélice. Vous voyez que beaucoup de ces bactéries en fait, ont des propriétés de l'enveloppe qui permet en fait, un déplacement rotatoire de structure. On l'avait vu dans Myxococcus, on l'avait vu dans Flaviobacterium. L'idée, c'est que, et que vous voyez représenté ici, selon le même modèle, on peut imaginer que le déplacement antihoraire dans un sens, horaire dans l'autre, le long d'une hélice sans fin de cette structure, pourrait déformer en fait, la partie en interaction avec le fluide autour, et la vitesse de cette déformation pourrait être associée en fait, à une onde de déformation qui permettrait le mouvement. En tout cas, voilà au moins l'idée de principe. Mais voyons plus en détail, et un point important. En fait, il a été observé en microscopie électronique que ces spicules avaient en fait une disposition, un angle en fait elles ne sont pas verticales par rapport à la surface, elles sont en fait avec un léger angle que l'on voit bien en microscopie électronique, de sorte qu'une meilleure façon de le représenter, c'est de dire voilà de voir cet angle de positionnement des spicules. Donc si là on a un déplacement en fait d'une unité motrice dessous, si elle se déplace dans le sens inverse à l'angle de ces spicules, en fait elle va créer une forte déformation qui va déplacer le fluide dans le même sens que le moteur. Et inversement, lorsqu'elle se déplace dans l'autre sens, parce que c'est une vis sans fin, les structures en bleu vont se déplacer dans un sens horaire et dans le sens anti-horaire dans l'autre sens. Si jamais il n'y avait pas... les deux donc, auraient un effet qui s'annulerait l'un de l'autre, s'il n'y avait pas de quelque chose qui différent entre les deux. Vous voyez, l'angle de positionnement de ces spicules induirait une déformation du fluide plus importante dans un sens que l'autre, ici avec une expansion, qui induirait en fait un déplacement du fluide dans le sens opposé. Donc l'idée, c'est que les deux sens de rotation de ces deux moteurs en fait, œuvrent ensemble pour déplacer le fluide dans la même direction, en raison en fait, précisément de l'angle d'incidence différent orienté des spicules à la surface de la cellule. Et donc c'est ça qui permettrait le déplacement unidirectionnel de la cellule. Voilà, j'ai fini, ça ne m'a même pas pris un quart d'heure, et voilà qui conclut donc ce cours sur la nage, un peu la marche, et puis ces 3 cours consacrés donc, au déplacement des cellules. Les 2 cours qui vont finir vont être consacrés à la mobilité des cellules, en ce sens que l'on va s'intéresser à l'interaction entre la cellule et son environnement. La cellule ne se déplace pas de façon aveugle, elle le fait en bonne intelligence avec son environnement, et c'est précisément ce que nous allons voir, et vous verrez, c'est fascinant. Je vous remercie.